Laurent Roland Tonekes, bonjour. Ahmed Arikpa, bonjour. Bonjour à mes téléspectateurs. Laurent Roland Tonekes de Eden Télévision et de Diaspora FM. Adrien Tchomakou, bonjour. Bonjour Ahmed Arikpa, bonjour à toutes et à tous. D'accord, je vais me contenter de Ahmed. Armel, c'est dans un autre contexte que je le sors et je pense qu'on aura le temps d'en parler. Laurent le sait peut-être. Peut-être. Alors, Adrien Tchomakou, évidemment, du quotidien Fraternité, entre-temps directeur de publication, mais évidemment, Dieu sachant faire ses choses, tout à fait. Les choses évoluent. Et je suis actuellement l'assistant du directeur éditorial du groupe de presse Fraternité. De presse Fraternité. Donc, merci beaucoup. Qui regroupe à la fois évidemment le quotidien Fraternité, Canal 3 Abena et autres. Voilà. La radio Fraternité FM à Parakou. Alors, on va s'intéresser donc au titre paru à la une des quotidiens ce matin. On débat par un premier titre. On s'intéresse à la une du quotidien Matin Libre. Violation des droits de l'homme dans les prisons. Faites votre travail avec loyauté. Les propos de Joël Aïvol, Laurent Roland Tonekes. Oui, je crois qu'on a pu lire la lettre de Joël Aïvol à l'endroit du cas d'Esso, bien évidemment. Et donc, je crois que l'expression, ce bout de phrase utilisé à la une du quotidien Matin Libre en dit long, parce qu'il dit « faites votre travail avec loyauté ». C'est vrai que faire son travail avec loyauté, c'est tenir ses engagements, des engagements qu'on a pris quand on a décidé de faire tel ou tel travail. Mais au-delà de tout, c'est que le synonyme de loyauté, c'est honnêteté et droiture. Cela suppose que quoi? Quand il dit qu'il faut que ces gens-là, en tout cas ceux qui les surveillent en prison, je veux parler de ces agents commis de l'État qui sont à l'heure, en tout cas qui assurent la sécurité et qui les dirigent dans les prisons, c'est de faire leur travail avec une certaine honnêteté et une certaine droiture, de sorte à ne pas brimer les prisonniers. Même si c'est les gens qui sont dans les lignes de la détention et qui sont déjà en difficulté, cela ne donne pas le droit à quelqu'un de continuer à les mépriser ou de les martyriser, les traumatiser. Je crois que chaque individu a des droits. Qu'il soit en prison ou libre, il a des droits. Et ces droits, on doit pouvoir les lui respecter. C'est très, très important. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Aujourd'hui, j'ai connu des gens qui étaient régisseurs de prison, qui étaient tout puissants, mais qui malheureusement un jour sont devenus prisonniers. D'accord. J'ai connu des gens ministres dans ce pays tout puissant, mais qui malheureusement un jour se sont retrouvés prisonniers. Donc cela suppose que quoi? Si vous êtes en position de force aujourd'hui, sachez utiliser votre force pour faire du bien à vos compatriotes ou à vos proches qui sont peut-être en difficulté ou peu ou prou du fait d'une telle ou telle situation se retrouvent en prison. Ce n'est pas une fin en soi que de se retrouver en prison pour que les gens continuent de vous mépriser, de vous faire souffrir, alors qu'en réalité, vos droits sont là. C'est bien clair, hein? Même si vous êtes en prison, vous avez au moins des droits. Et ces droits, c'est des droits inaliénables. Mais malheureusement, on constate sous nos cieux que les prisonniers lèvent le ton, dénoncent. Ce n'est pas qu'à Ivoire. Hein. Quand vous écoutez, bien, vous allez dans certaines prisons, les prisonniers dénoncent un certain nombre de choses. Mais malheureusement, personne pour les écouter. C'est bien dommage. D'accord. Adrien Tchomakou, Joël Aïvol, le professeur, lève la voix et dénonce donc depuis la prison. C'est au travers d'une lettre adressée notamment au ministre de la Justice, garde des Sceaux. Oui, M. Arikpa, il faut dire que j'ai lu le message de Joël Aïvol. La partie qui m'a le plus intéressé, c'est quand Joël Aïvol a dénoncé le fait qu'il y a assez de prisonniers qui sont en détention préventive. Vous savez, quand tu es placé en détention préventive, c'est tout comme si tu as oublié en prison. Parce que tu n'as pas été jugé, tu es là. C'est l'impression qu'on a, bien souvent en tout cas. Évidemment, quand vous lisez Joël Aïvol, vous devez avoir la même impression, la même lecture. Non mais c'est vrai. Il y a beaucoup de personnes en prison aujourd'hui, malheureusement. Qui ne sont pas jugés, qui sont peut-être parfois oubliés. Et qui passent parfois plus de temps qu'il ne le faut d'ailleurs. Tout à fait. Donc, Joël Aïvol, dans son message, a demandé à ce que le garde des Sceaux joue convenablement sa partition, et que les gens soient jugés, les gens soient écoutés par le parquet et que les gens soient situés sur le sort. Parce que, évidemment, lui, sait déjà qu'il est déjà situé sur son sort, mais il plaide encore pour les autres. Et c'est là que j'ai vu l'humilité de l'homme. Parce que, en tant que professeur d'université, grand constitutionnaliste,
Je pense que Joël Aïvor, en demandant aux magistrats de prendre le devant des choses pour que les gens soient jugés, je pense qu'il a très bien dit, il a bien réfléchi. Et moi, personnellement, je pense que le garde des Sceaux est à l'écoute et il est quand même normal que les gens soient jugés, que les gens ne soient pas oubliés en détention préventive et que les gens soient situés sur les sorts. Parce qu'une fois que tu es jugé, tu connais la sentence. Et si pour aller en appel, ton avocat va en appel pour toi et le jeu juridique est joué. Donc je pense que l'heure a sonné pour que ceux qui sont en détention préventive soient écoutés par le tribunal, soient jugés afin qu'ils sachent à quoi s'en tenir. D'accord, oui. Je précise aussi que, vous savez, comme il l'a dit, il y a par exemple, vous retrouvez en prison, votre condamnation c'est peut-être 1 an malheureusement. Vous avez déjà fait 3 ans. Vous imaginez, c'est de ça qu'il s'agit. Vous avez fait 3 ans et puis après on vous juge, on vous rendez compte que vous devez. Donc vous êtes libéré. Donc il y a 2 ans de supplément. Quelle est la compensation? Donc je crois que c'est très important de se pencher sur la question. Mais comme au-delà de ça, c'est que les gens comme Joël Aïvor ou bien Ricky Amadou qui sont privés de visite aujourd'hui, il faut qu'on en parle. Il faut que les gens comprennent que même si Ricky Amadou aujourd'hui, puisque d'ailleurs même Ricky Amadou ou Joël Aïvor sont déjà condamnés, de toute façon, on connaît déjà leur sort. Donc cela suppose que s'ils sont déjà en difficulté, pourquoi on empêche leurs parents d'aller leur rendre visite? Pourquoi on empêche leurs amis d'aller leur rendre visite? Alors qu'en réalité, vous avez bouclé les enquêtes. Parce que c'est peut-être quand l'enquête est en cours qu'on peut empêcher les visites pour éviter qu'il y ait des fuites d'informations ou bien qu'il y a d'autres compléments. Il va falloir en la matière se rapprocher de l'autorité pour en savoir davantage. Bon, se rapprocher de l'autorité ou pas, je pense que ce n'est pas se rapprocher de l'autorité ou pas. De toute façon, vous et moi, les BABA quand même. Oui, mais après, on n'est pas dans les secrets justement de ces autorités. C'est peut-être avoir peur. On ne maîtrise pas les raisons. C'est peut-être avoir peur de dire aux autorités de faire ce qu'ils doivent faire que de penser qu'en réalité, il faut encore aller les voir. Ils savent ce qu'ils doivent faire au-delà de tout. Ben oui, mais pourquoi justement ne le font-elles pas pour parler de ces autorités? Oui, mais donc elles seules ont la réponse à cette interrogation. Voilà. On va passer à autre chose. Laurent Roland Tonekes, on va à la une du quotidien Fraternité à présent pour s'intéresser à la manchette recensement général de la population et de l'habitat, le RGPH 5 lancé pour le développement durable et équilibré du Bénin. Adrien Choukakou. Oui, monsieur Ahmed Arikpa, il faut dire qu'avec le développement qu'imprime le président Patrice Talon, il est quand même normal que le recensement, le 5e recensement au plan national se fasse. Vous savez, aujourd'hui, quand vous prenez les projets, c'est-à-dire quand je prends par exemple le programme d'action de gouvernement, deuxième phase, je vais parler du PSG 2, c'est qu'il y a par exemple le projet asphaltage qui est dedans. Et asphaltage, beaucoup pensent que asphaltage est consacré seulement dans des villes phares comme Cotonou, Abomey-Calavi, peut-être Parakou et Djougou. Mais si le gouvernement ne fait pas le recensement des populations au plan national, quand on parle du recensement de la population générale, de la population, ce n'est pas seulement aller prendre et connaître le nombre de populations que nous sommes. Non, c'est aussi dans chaque commune, dans chaque localité, de quoi les populations ont besoin. Ils ont besoin de quoi? Comment vivent-elles ces populations? Comment est-ce que ces populations ont droit au droit de santé, à l'eau, à tous ces trucs-là. Donc, c'est-à-dire, lors des recensements, pour nous qui avions déjà vécu certains recensements, c'est que nous sommes souvent sujets à des interrogations. On te demande ici dans le quartier, est-ce que la zone a été lotie? Est-ce que c'est déjà recasé? Est-ce que... Donc, de quoi vous avez besoin? Vous expliquez. Vous dites ce dont vous avez besoin. C'est de ça qu'il est question. Et ça permet au gouvernement de réorienter sa politique de développement. Justement. Pour qu'on ne pense pas que le développement du pays est consacré à un endroit ou à une commune donnée. Donc, tout ça, c'est pour ça Fraternité d'ailleurs a mis l'accent sur le développement durable et équilibré. Il faut que tel que Cotonou se développe, tel que Abomey-Calavi se développe, tel que Boycon se développe également, que Malanville aussi ait ce développement, imprime cette marque de développement. Donc, il faut quand même avoir
des facteurs clés, des informations. Les hypothèses avaient été déjà posées, mais on va constater la réalité sur le terrain. C'est de ça qu'il est question. Donc je pense que c'est vraiment opportun et que, bon, si nous voulons effectivement d'un développement durable et équilibré de notre pays, nous devons faire le recensement pour savoir à quoi s'en tenir. Évidemment, vous savez, aujourd'hui, quand vous écoutez les gens disent qu'un homme, normalement, un homme, pour mieux occuper les femmes, qu'un homme doit avoir 9 femmes et demie. Maintenant, si l'homme doit avoir 9 femmes et demie, ici au Bénin, les gens se basent sur quelles statistiques pour pouvoir le dire. Donc, je pense que le recensement nous permettra de savoir si un homme va s'occuper de sa seule femme, ou bien l'homme aura 2-3 femmes, ou bien c'est 11 femmes et demie ou 7 femmes et demie. Pourquoi pas si c'est les 9 femmes et demie. Donc, je pense que le recensement est venu à point nommé et moi, personnellement, je vais saluer le gouvernement. C'est vrai, il est dans son droit, de faire ce travail, mais si l'initiative est bonne, je pense que nous sommes là pour en parler. Oui. Pensez, comme on le dit en fond, nous amener les autres, tout à fait. Même si je ne suis pas fort, je comprends ça quand même. Alors, les membres du comité national de recensement ont été installés, en tout cas. Autre fait d'actualité, Laurent Roland Tonekes, les 4 vérités en parlent ce matin. L'ANIP réduit le coût de l'établissement du CIP en ligne. Et j'ai d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez lu, autant que moi, cette petite boutade, cette petite blague sur les réseaux. Vous savez, il y a quelques jours seulement, on se plaignait, nombre de concitoyens se plaignaient de ce que l'ANIP, de ce que l'ANIP a été confiée donc à un Rwandais. Et du fait justement de cette information de réduction du coût de l'établissement du CIP, donc on commence par se dire s'il ne faudrait pas finalement mettre un Rwandais également à la tête de la SBE, de la SONEB et autres. Peut-être bien que cela contribuera à la réduction des factures, donc, de ces sociétés. Je pense que c'est une nouvelle qui vient quelque part. Je crois qu'il y a eu un commentaire hier pour dire c'est une manière de distraire un peu les Béninois parce que les Béninois ont tellement dénoncé. Et donc il faut poser. Il y a un acte qui maintenant. Un acte qui réconcilie peut-être. Ça m'a fait marrer, mais au-delà de tout, c'est-à-dire que si on l'a fait, c'est qu'on avait la possibilité de le faire. Voilà, mais quelque part, ça vient à un moment donné où il y a assez de polémiques et donc ça va calmer un peu les ardeurs, qu'on le veuille ou pas. Donc oui, ce que les gens disent que si c'est ça, il vaut mieux peut-être confier un Rwandais à la tête de la SBDCE, de la SONEB, pour en finir avec les factures salées. Voilà, et donc peut-être qu'ils ont la solution justement pour réduire les charges des populations. Adrien Chouagou. Vous savez, si on met un Rwandais, le prix qui a diminué, on peut revenir encore, le gouvernement peut revenir à la charge après. Mais non, c'est un positif. Et espérons qu'on aille de réduction en réduction. Aujourd'hui, il faut se réjouir que le prix a été réduit, oui, dans une certaine mesure, parce que d'aucuns pensaient que c'était assez cher et que c'était difficile pour les Béninois, peu ou prou, d'aller demander. Pour autant, pour faire l'autre carte d'identité, c'était 2500. Et donc, cette carte-ci, quand même, c'est à 1800, mais les gens continuent à estimer comme quoi c'est cher. Bon, des gens même proposaient qu'il faut que le gouvernement la donne gratuitement, parce qu'on a vu, il y a une carte que l'ANIP distribue, c'est moi, qui est gratuite. Oui. Moi, je pense qu'au lieu de distribuer la carte c'est moi, il vaut mieux peut-être faire le CIP distribuer gratuitement, pourquoi pas. Mais déjà, il faut se réjouir de ce que le coût a été réduit. C'est une bonne nouvelle. On s'en réjouit aussi? Très bien, il faut dire que, je l'ai toujours dit, si c'est bon, nous allons le dire. Et je pense que le gouvernement a écouté les préoccupations des uns et des autres, parce que nous l'avons dénoncé, nous avons dit que c'est un peu élevé. C'est un peu élevé d'autant plus que je parlais des 2000 francs, pour ne pas dire 1800, que nous avons l'habitude de payer pour pouvoir avoir le CIP. Le CIP, pour moi, c'est 3 ans. Or, l'ancienne carte d'identité, c'était 5 ans. Et nous avons souhaité que si l'ancienne carte d'identité était à 2500 francs pour 5 ans, que ce n'est pas aussi normal que le CIP soit à 2000 francs, 1800 pour 3 ans. Et je pense que le gouvernement a écouté la préoccupation des uns et des autres. Et je profite pour pouvoir le dire. Que l'autre carte était imprimée par la préfecture. Tout à fait. C'est l'individu même qui imprime sa carte. Voilà. Donc, ce que je voudrais ajouter, c'est quoi? Quand nous prenons aujourd'hui
l'attestation de résidence. Il faut débourser 2 000 francs pour pouvoir l'avoir. Si le gouvernement... Je crois que la décision a été revue par le gouvernement déjà. C'est un plus ça, exactement. Et c'est à combien actuellement? Ça a été réduit. Je souhaite vivement que ça soit ainsi. Et si c'est ainsi, ça bravo. Le gouvernement avance, le gouvernement écoute. Alors, effectivement, la population quant à leur j'invite le gouvernement à avancer dans cette logique. Je crois que dans la polémique de certificat de résidence, il y a après réflexion, il semble qu'il y a, je me rappelle très bien, je ne me rappelle plus exactement des chiffres, mais je sais que cette décision a été revue et donc ce n'est plus excessivement 2000, 2500 qu'on a pu faire, calcul que les citoyens ont pu faire. C'est réduit déjà. Donc je crois que ça facilite la tâche aux citoyens. Et il faut s'en féliciter. Tout à fait. On encourage le gouvernement à avancer dans justement. Quand c'est bon, on dira que c'est bon. Et ça sera toujours de la même manière, quand c'est pas bon, qu'on le dise, on le dira. Si c'est mauvais, on le dira. Autre fait d'actualité, Laurent Roland Todinke et Adrien Tchomakou, le chef d'État nigérien, était au Bénin en début de semaine. Oui. Évidemment, une visite qui s'est achevée hier par une rencontre. Non, il était plutôt à la GDZ. GDZ, Port autonome de Cotonou. C'était un calendrier très bien établi. Un calendrier très chargé, en tout cas pour le président nigérien. Premier chef d'État à se rendre à la GDZ. Et déjà, il promet tenter l'expérience aussi au Niger. Bon. Oui, je crois que cette expérience qu'on voit du côté de Glodjibé, c'est une expérience, en tout cas ce qui est fait. Si vous êtes un chef d'État qui a de l'ambition, vous devez pouvoir réfléchir et mettre en place de telles infrastructures dans votre pays. Je précise que le Bénin n'est pas le premier en la matière. Il y a, parce que le groupe RIP qui a aidé le Bénin à créer la CIPI, bien évidemment, pour mettre en place la zone industrielle Glodjibé, a travaillé au Togo, a travaillé au Gabon, bien évidemment. Okay. Donc, c'est un groupe qui s'investit davantage en Afrique. Et quand vous êtes un chef d'État, que vous venez voir ce qui est fait, je crois que vous devez pouvoir réfléchir et voir comment faire, mettre en place pour votre communauté, bien évidemment. Le gouvernement, le Niger a beaucoup de ressources, a beaucoup de potentiel. Mais malheureusement, il se fait que tout n'est pas concentré dans le pays. C'est d'autres puissances peut-être qui profitent de ces potentialités du Niger. Il va falloir que désormais le président du Niger réfléchisse à comment faire en sorte que les Nigériens puissent trouver mieux, à mieux vivre dans leur pays. Qu'ils vous souviennent que par le passé, ceux qui ciraient les chaussures au Bénin étaient les Ghanéens, bien évidemment. Et aujourd'hui, il est rare de trouver pratiquement un Ghanéen dans la rue en train de faire un travail aussi banal, bien évidemment. Et donc, il faut préciser qu'il n'y a pas de sous-métier. Oui, mais il faut pas. C'est parce qu'à un moment donné, il y a un problème de gestion dans leur pays qu'ils se sont retrouvés comme ça à se promener dans les rues. On en connaît. Moi, quand j'étais enfant en Cotonou, il y en a qui négociaient même les WC dans lesquels ils devaient dormir parce que c'était difficile pour eux. Aujourd'hui, les Ghanéens sont fiers d'être chez eux, bien évidemment. Et ils sont fiers de s'affirmer au plan international. Et le Niger, qui a l'uranium, qui a le pétrole, qui a un certain nombre de ressources, doit pouvoir concentrer ses énergies, ses efforts pour faire profiter au peuple nigérien les ressources qui sont du Niger. Et bien évidemment, pour que nous n'ayons plus beaucoup de jeunes, malheureusement, et ça je le dis, il y a beaucoup de jeunes, moins de 18 ans, que vous retrouvez dans les feux tricolores avec une petite panier en main et de la date à vendre. Et malheureusement, ce pays a tellement de ressources. Et je comprends que ça, en tout cas, moi, personnellement, ça me choque. J'ai pu avoir un jeune dans mon quartier avec qui je suis ami, avec qui je parle. Un Nigérien, c'est ça? Un Nigérien, oui, il s'appelle Jalil. Tous les jours, je le vois, je lui pose des questions. J'échange avec lui. Il n'avait pas 18 ans quand il est arrivé au Bénin. Et tous les matins, il doit prendre un panier de dates, se promener de mairie en mairie et se mettre dans les feux tricolores. Alors que son pays a de la ressource, a de la richesse. Je crois que désormais, le président nigérien a pu voir ce que le Bénin est en train de faire, au-delà de ce qu'il doit installer une zone industrielle dans son pays, qui réfléchisse à ce que les ressources du Niger profitent au fils du Niger pour que ceux-là puissent mieux vivre dans leur pays. J'ai d'ailleurs entendu le président, je pense, du Haut Conseil des Nigériens de l'extérieur, si je ne m'abuse, je ne sais pas si c'est la bonne dénomination, qui se félicitait en tout cas de cette visite du président nigérien ici au Bénin. Et au-delà de cela, du fait que oui, il ait profité de sa présence au Bénin pour rencontrer la diaspora nigérienne vivant donc ici
au Bénin. Le président Bazoum qui s'est rendu également donc, au port autonome de Cotonou, Adrien Choubakou. Oui, il faut dire que moi je l'ai toujours souhaité, je l'ai dit, parce que quand vous suivez Patrice Talon, quand vous l'avez suivi sur la chaîne de télévision LCI la fois dernière, on voit que c'est le chef d'État qui trace la bonne voie au chef d'État. Et moi, j'ai toujours demandé... C'est un exemple aujourd'hui de la sous-région. C'est un exemple de la sous-région. J'ai toujours demandé à ce que les chefs d'État de la sous-région vont à l'école de Patrice Talon en matière de développement. Parce que c'est très important. Vous avez vu la zone industrielle de Glodjibé. Si le président du Niger a pu visiter cette zone et décide de faire la même expérience dans son pays, c'est parce qu'il a compris que Patrice Talon fait beaucoup pour le Bénin et que si chaque chef d'État africain peut agir ainsi, dans les années à venir, l'Afrique sera autonome. L'Afrique ne va plus dépendre des Occidentaux. C'est de ça qu'il est question. Donc moi je pense quand même que le président du Niger a bien fait de souhaiter mettre... expérimenter, s'inspirer en tout cas de cette expérience ce qu'il a découvert au Bénin, le fait dans son pays. Je pense que moi je l'encourage vivement, il n'a qu'à le faire parce qu'il faut commencer un beau jour. Quand vous commencez, ça va aboutir. D'accord, Laurent? Je crois que l'une des ambitions du groupe Rise IIP, qui est à la base de ce que l'on appelle zone industrielle de aujourd'hui, de la zone franche industrielle de Lomé, de Libreville, du Gabon également, c'est de travailler à ce que les produits africains soient transformés sur place. Tout à fait. Et je crois qu'aujourd'hui, tout pays qui a une ambition réelle doit pouvoir réfléchir en la matière. Vous savez, aujourd'hui, au niveau de la zone industrielle de Glodjibé, il est prévu que le coton béninois soit davantage transformé. Là, et moi, je l'ai toujours dénoncé. Comment sommes-nous premiers producteurs de coton, mais que nous ne pourrions pas en fait transformer notre coton sur place. Aujourd'hui, c'est chose faite. Et déjà, notre anacarde, bien évidemment, qui est de qualité prisée dans le monde entier, mais qui malheureusement, on envoie la matière première ailleurs. Et aujourd'hui, maintenant, les Indo-Pakistanais et autres là, qui achetaient sont obligés de venir au Bénin. Il y a une transformation sur place, ça va créer de l'emploi et en même temps ça va créer de la richesse pour le pays. Il y a une plus-value pour le pays. Je crois que tous les pays africains, si tous les pays africains réfléchissaient en la matière de cette façon, je crois qu'on va résorber un tant soit peu le taux de chômage en Afrique et bien évidemment dans chaque pays. D'accord. Laurent, je reste avec vous et on s'intéresse à la une du quotidien Le Révélateur du jour qui parle ce matin, sinon qui nous emmène ce matin à la Cour constitutionnelle, les professeurs Olo et Dossou honorés. Oui, ils sont honorés. Théodore Olo et Robert Dossou honorés. C'est vrai que... On va dire honoré parce que, enfin, honoré, ça me fait penser au nom, voilà, à un nom propre. Ok, d'accord. Honoré. Honoré, Quoique. Je crois que oui, au-delà de tout, ce qu'on peut leur reprocher au cours de leur mandature à la Cour constitutionnelle, c'est que c'est des gens qui ont été plus ou moins au service du peuple. Même si on peut reprocher à Robert Dossou des décisions polémiques à l'époque, quand il était à la tête de la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous connaissez justement de mandature au niveau de la Cour constitutionnelle qui pu manquer justement de décisions Non, au-delà de ce que... Il y en a toujours. Il y en a toujours, mais au moins avec... c'est la même Cour. C'est la même Cour qui a donné raison, par exemple, aux démocrates, d'accord, et qui leur a permis de participer aux législatives. Je suis d'accord. Eh bien, c'est la même qui, après, justement, non, c'est ce que je dis. Les différents recours les a déboutés. Non, c'est ce que je dis. Je dis, en réalité, au-delà de ce qu'on peut leur reprocher, c'est que c'est des coups qui ont travaillé. On a pu voir Poyon dans ce pays, mais et puis finalement, la décision en polémique de la Cour constitutionnelle au cours après l'élection présidentielle de 2016, pardon, bien évidemment, ça a choqué peut-être plus d'un, bien évidemment. On a vu que ça s'est il y a mascarade, il y a Fumisterie, on a tout ça là. Maintenant, au-delà de tout, on a pu voir Robert Dossou, il y a des décisions en polémique sous sa mandature. Au moins, on a vu qu'il a été au service du peuple, bien évidemment. Et bien évidemment, Théodore Olo, qu'on a pu voir aussi avec le fameux dossier 39 ans plus 1, bien évidemment. Mais c'est quand même lui qui finalement aussi a validé l'élection de Patrice Talon à la tête du Bénin. Donc au moins on peut s'en réjouir. Au-delà de tout, c'est que c'est des gens qui ont été au service du peuple.
Et il peut arriver que parfois... C'est mérité. Oui, il peut arriver que parfois, ils s'écartent peut-être de la volonté de la masse, bien évidemment, mais ils sont les maîtres du jeu à l'époque et ils ont les éléments dont ils disposent pour prendre des décisions. Nous n'avons certainement pas ces éléments. Justement. Et nous n'avons pas peut-être les mêmes compétences. Mais toujours est-il que le peuple, parfois, exprime des attentes, mais malheureusement, il arrive que des décisions soient contraires aux attentes des populations. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a pu voir depuis 2000, depuis que Tchagounou a pris la tête de la Cour constitutionnelle, évidemment. On peut se plaindre de ce que il y a le certificat de conformité qui a été, par exemple, conforme à la Constitution. C'est vrai que mais en même temps, chaque Cour constitutionnelle... en même temps, on peut aussi se réjouir de ce qu'au-delà de tout, des lois ont été votées à l'Assemblée nationale conformes à la Constitution qui rendent service aux Béninois. Moi, je ne dis pas que tout est mauvais, bien évidemment, en soi. Les réformes... notables en la matière. D'accord. Adrien Tchomakou, sur le sujet? Bon, sur le sujet, je n'ai pas grand-chose à dire. Une chose est claire, et la Cour dit toujours le droit. Quelle que soit la position ou l'angle que chacun de nous se trouve. Quelles que soient les attentes de la population, la Cour est le dernier recours. J'ai été clair, ils ont des éléments dont ils disposent pour prendre des décisions. Et qu'on ne maîtrise pas. Voilà. Et qu'on ne maîtrise pas. C'est pour dire que pour moi, on se contente de ce que la Cour a dit et nous avançons. Et on évolue tout simplement. La Cour, c'est la Cour. La Cour, c'est la Cour. La Cour, c'est la Cour. La Cour, c'est le dernier recours. David, il faut de parler, plus personne ne parle. Il n'y a pas de recours contre la décision de la Cour. La Cour, c'est le dernier recours. Même si on peut commenter, on peut analyser, on peut décrypter, mais pas de recours contre la décision de la Cour. J'ai envie de sortir une expression, mais je pense que je vais me garder de le faire. C'est mieux pour vous. Oui, c'est-à-dire que oui, la Cour dit et bon, vous ne pourrez rien faire. Vous avez compris. Je n'ai pas dit ça. Mais ce qui est sûr, vous n'y pourrez rien. Vous ne pourrez rien faire. D'habiller faux. Pour parler de la police républicaine, oui. Il faut que le 7e sage soit nommé. Oui. Enfin bon, ça c'est... Parce qu'on a dit que la Cour c'est 7 sages. Oui, je pense que ça va faire jurisprudence. Vous avez raison. Il faut que le chef de l'État nomme le 7e sage, que peut-être qu'il s'agit aussi conseiller de la Cour constitutionnelle. Parce que 7 c'est un homme impair. Je suppose que quand les décisions viennent après un moment donné, ils peuvent se décider entre eux de voter. Et si la majorité l'emporte, c'est cette décision qui passera. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a un groupe pair et puis finalement... Ça, c'est une mandature qui s'en va en tant qu'il est en train de finir. Même s'il reste un mois, la loi est claire dessus. Allez lire la loi. La loi est claire dessus. Quand quelqu'un démissionne, il faut le remplacer, je crois, 1 mois ou 2 mois après. Maintenant, on n'a pas remplacé. Là, on a un problème. On n'a pas remplacé et puis on est allé même on a procédé à l'élection du président de la Cour constitutionnelle. Il y a mal donné. Et c'est des choses comme ça qu'on doit pouvoir dénoncer. Ce n'est pas bien. Dabi Info, oui. Sur ce point, je voudrais le dire très rapidement. On a parlé de 7 sages. Dans les normes, on doit déjà nommer un autre conseiller de la Cour. Justement. Mais selon les tests, et puisque moi j'ai eu à échanger avec quelqu'un qui est membre de la Cour, il a dit que les tests n'ont pas prévu ce délai genre, voilà, pour pouvoir nommer le 7e sage. Il n'y a pas de délai. Mais je pense qu'il est temps que ça soit fait. Est-ce que dans les tests, justement... Concernant le délai, je suis d'accord. Comme tu parlais de 2 mois, 3 mois, ça y est dit. Il y avait, puisque le débat a été fait ailleurs, j'ai fait le débat ailleurs, c'est que il y avait une disposition qui disait qu'entre 1 ou 2 mois, il fallait changer, mais il semblerait que cette disposition a été modifiée, mais malheureusement non rendue publique. Ok, donc c'est l'occasion. C'est l'occasion, justement, peut-être de demander à ce que cela soit rendu public pour que mais je pense qu'au-delà du délai, que le peuple comprenne ce qui se passe. Au-delà du délai, il faut que certaine personne soit à la Cour, pas les 7 sages, et que désormais, même s'il reste une semaine, qu'on nomme la personne et puis qu'on sache. Vous imaginez quand on procède à la nomination d'un nouveau sage, au niveau de la Cour constitutionnelle, et qu'on l'installe, et 2 semaines, 1 mois à peine après. Ce que dit, vous savez, la loi est claire. La loi parle de 7 personnes. La loi parle de 7 personnes, la Cour constitutionnelle, pas de 6 personnes. On en reparle. Dabi Info, pour poursuivre, police républicaine,
congés et permissions suspendus au nord. Oui. Enfin, jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre. Il faut dire que l'information est tombée. Et vous savez, avec la montée de la criminalité au nord du Bénin, je veux parler du terrorisme, du djihadisme, il est quand même normal que des dispositions sécuritaires soient prises pour pouvoir contrer le phénomène. Et le directeur général de la police républicaine, le général Yaya, au regard de tout ce qui se dit, de toutes les informations qu'il reçoit, il a opté prendre cette décision pour pouvoir maintenir l'état de veille qui était. Et assurer la sécurité des populations. Assurer la sécurité des populations. Vous devez constater que bien avant cette décision, que certains maires, il doit y avoir 7 à 9 mairies, ont pris la décision de ce que à partir de 19h, oui, il y a un coup-feu qui a été donc. C'est l'État qui a pris. Mais c'est pas eux. La proposition est venue d'abord des maires. Et le gouvernement, le ministre de l'Intérieur a intervenu. Donc, je pense que si déjà il y a cette disposition qui a été prise et que le directeur général de la police républicaine vienne maintenant en rajouter en bien sûr, c'est-à-dire on dit que les éléments ne prennent plus de congés, les éléments bien sûr qui sont dans les 4 nord de mon pays, c'est-à-dire Bogou, Alibori et Atakora-Tonga, que ces éléments soient toujours, ils ne seront pas consignés bien sûr, mais ils ont leur manière de travailler, c'est-à-dire on dit 24 heures de travail et 48 heures de repos. Donc, il faut que l'effectif qui est déployé là-bas soit toujours en état de veille pour pouvoir mieux lutter contre les djihadistes. C'est vrai, quand vous lisez le communiqué, la note du service, le directeur général de la police n'a pas mentionné ces informations dedans. Il n'a en aucun cas dit que c'est pour mieux lutter contre le terrorisme. Mais c'est votre analyse. Ça, c'est mon analyse. Et encore que si vous suivez ce qui se passe dans la zone du Sahel ou dans les autres endroits de notre continent où l'insécurité, je vais parler du terrorisme s'accroît, où on parle de la lutte contre le terrorisme, c'est comme ça se passe. Encore que Bazoum était au Bénin, ils en ont discuté, je vais parler de Bazoum et le chef de l'État béninois. Donc, il faut quand même échanger les stratégies et réfléchir autrement pour pouvoir repousser l'ennemi. Je pense que c'est une très bonne décision que nous devons encourager. Avez-vous la même lecture de cette décision, Laurent Roland-Tonenques? Je ne dirais pas que c'est une mauvaise décision, c'est une bonne décision parce qu'il faut sécuriser et protéger les populations du Nord Bénin, bien évidemment. C'est très important. Mais une décision appelle des actions. Moi, j'insiste là-dessus. Si vous privez quelqu'un d'aller de ses droits de congé, de son droit de permission, alors qu'il a des problèmes à régler, bien évidemment, qu'est-ce que vous faites en aval, bien évidemment? J'insiste sur le fait que, oui, pas de congé, pas de permission, les gens doivent pouvoir travailler sous pression, bien évidemment, mais il faut penser à améliorer alors leurs conditions de travail. Il y a eu des sous-salaires, il y a quelques... Oui, mais écoutez, ça c'est pour la période passée. Mais pour ce qui est... Les sous-salaires, c'est... Oui, mais à la fin de chaque mois. Mais écoutez, ce que je dis, c'est quoi? Si vous me privez de mon droit de congé, est-ce que vous devez pouvoir... Ils les auront plus tard, peut-être. Ah, mais attention, c'est-à-dire que vous me demandez un travail, motivez-moi davantage. Moi, je dis... Il s'agit de la sécurité nationale. Écoutez, défendre les populations. Et les regarder là. Pourquoi eux-mêmes ne descendent pas sur le terrain pour aller travailler? À chacun son rôle. Ah, mais attention, je pense sincèrement que si on leur dit, je suis d'accord là-dessus, il faut assurer la sécurité pour les populations, les protéger. Mais il faut à un moment donné trouver la formule de motiver davantage ces forces de sécurité et de défense. Parce qu'en réalité, ils en ont aussi besoin pour une compensation, ne serait-ce que ça. D'accord, on va finir maintenant cette partie de l'émission par un tout dernier fait d'actualité. Je ne me rappelle plus exactement. Je pense que c'est à la une du quotidien Fraternité qu'on retrouve les propos de Huguette Bokpe-Ignan-Kadia qui estime que tous les hommes ne sont pas violents, tous ne discriminent pas. Parole aux femmes, Laurent Roland-Tonenques. Oui, justement, puisque parfois quand on parle de violence faite aux femmes, les gens ont tendance à généraliser, malheureusement. À tout confondre. Oui, et d'ailleurs c'est pareil pour les hommes aussi. Les hommes
pour des erreurs de certaines femmes ont tendance à généraliser. Il va falloir faire la part des choses. Tous les hommes ne sont pas violents, tous les hommes ne sont pas des bourreaux pour leur épouse dans la maison, bien évidemment. Il y a de ces hommes qui sont des bourreaux, qui sont violents dans leur maison, et il va falloir faire la part des choses. Et les femmes qui pensent parce que ton voisin a l'habitude de gifler sa femme, et tu penses que tous les hommes sont comme ça, refusent de te marier, et tu te fais des erreurs. Des idées, là, finalement, tu ne vas pas te marier, la communauté se moquerait de toi. Je pense qu'au-delà de tout, il faut trouver la formule. Moi, je pense sincèrement qu'il faut trouver la formule de commencer par célébrer les hommes, là, dont les femmes vont faire de bons témoignages. Vous savez, quand c'est comme ça, et qu'on dénonce ceux qui sont... qui font pour des violences, dans une certaine mesure, c'est que... Il faut aussi commencer justement par peut-être célébrer, c'est ça? Célébrer. Ces hommes qui... non, sur témoignage de leur exemples. Oui, sur témoignage de leur épouse, les féliciter, les honorer, ça va permettre à ce que d'autres hommes, puisque en réalité, vous ne savez pas... s'en inspirer. Oui, finalement, parce que si par exemple, une femme de Tukuntuna vient faire un témoignage sur son époux Ahmed à Cotonou pour dire que son époux est l'homme le plus calme, le plus doux dans certaines mesures. Le plus performant. C'est vous qui ajoutez ça. De toute façon. Oui, c'est vrai qu'on peut parler de performance dans plusieurs domaines. Cela suppose que quoi, quelque part, Adrien Tchoumakou, Laurent Antonin-Kess peuvent avoir peur dans la maison pour dire, on ne sait jamais, l'Institut national de la femme peut venir demander... Vous décerner, par exemple? Non, en fait, parce que c'est l'Institut national de la femme qui fera le travail. D'accord. C'est-à-dire identifier certains hommes clés. Okay. Des gens comme des journalistes, par exemple, nous qui parlons beaucoup. Bien évidemment, nous identifier, aller passer derrière nous, aller voir nos épouses pour demander mais est-ce que le tel qui parle là, est-ce qu'il est correct à la maison? Donc, cette manière de faire va encourager d'autres hommes à être corrects chez eux et aussi va décourager ceux-là qui ne sont pas corrects et va les amener à se corriger, bien évidemment. Je crois que c'est une possibilité. Oui, Adrien, j'abonde dans le même sens que lui. Et vous savez, il y a un acteur politique, j'oublie le nom, on l'appelle souvent le renard de Djrebi. D'accord. Albert Ivoidjre. Albert Ivoidjre. Feu Albert Ivoidjre. Très bien. Il y a au moins 7 ans, non pas 7 ans, disons 10 ans. Il y a environ 10 ans, j'ai j'ai été invité par une organisation non gouvernementale à Porto-Novo. Et cette ONG l'a honoré, cette ONG l'a décoré. D'accord. Parce que l'ONG a estimé qu'il constitue un exemple, pour ne pas dire le couple Albert et Ivoidjre constitue un exemple pour la jeunesse. Pour la jeunesse. Les témoignages qui ont été faits, je me rappelle très bien, pendant tout son parcours, il ne s'est jamais bagarré avec son épouse. Et c'est que j'ai retenu ça. Et moi, je dis quoi? Je dis, pourquoi gronder nos femmes? Pourquoi, qu'est-ce qui va amener un homme jusqu'à lever la main sur son épouse? Moi, je ne vois pas. Quelle que soit l'erreur commise, appelle-la, ramène-la à la raison. C'est ça qui est la question. Et je pense que Mme Yakadia Bokpe a vu le mot juste pour pouvoir sensibiliser. Et c'est d'ailleurs pour ça que Fraternité l'a positionné à la une. Parce que vous devez comprendre que le journal Fraternité, c'est là pour les sensibilisations d'ordre général. Nous ne sommes pas dans des communications. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter. Quand la communication vient à vous, on va sortir. Quand la communication vient à vous, vous la rejetez. On va le confronter avec on peut comprendre que c'est l'instant où il se joue les chauvins. On peut comprendre. Je crois qu'il faut travailler à les femmes, à distribuer les femmes, bien évidemment. Il faut donner, il faut faire respecter les droits de la femme, bien évidemment. Cela participe de l'équilibre de la société. Merci à vous, Laurent Roland Antonin-Kess. Merci à vous également, Adrien Tchoumakou.